Donc je suis ravi d'intervenir cet après-midi parmi vous. Effectivement, je remplace Marion Massol, puisque comme vous l'avez dit, je lui ai succédé à la tête du département archivage et diffusion du CINES. Mais je ne suis pas nouveau dans le domaine, puisque j'avais déjà occupé ces fonctions entre 2009 et 2013, toujours au CINES, avant de passer côté calcul scientifique et simulation. Ce qui fait que j'ai un peu vu les deux aspects du cycle de vie de la donnée, puisque j'ai géré le département calcul intensif qui génère un maximum de données de simulation, et j'ai géré et je gère à nouveau le département archivage qui s'occupe de la préservation à long terme de ces informations. Donc vous avez vu ce matin avec Alexia, je suppose, à la fois qui est le CINES et quels sont les types de services que nous proposons, notamment pour ce qui est de la préservation numérique. Marie Cornu a tout à l'heure donné un petit aperçu, je dirais, juridique, législatif, du cycle de vie de la donnée, de l'archive publique et des documents administratifs. Ça a été débattu avec passion au niveau de ce qui est la théorie des trois âges. Je me garderai bien de relancer le débat parce que ne suis ni archiviste ni juriste. Cela dit, je suis ingénieur en informatique et j'applique un petit peu les conséquences de ce dispositif réglementaire, puisque, comme ça a été expliqué tout à l'heure, il y a une théorie des trois âges. Durant les deux premiers âges, les données sont de la responsabilité de leur producteur et de l'institution à laquelle il est rattaché. Et dans la troisième phase, l'archivage définitif, les archives définitives, c'est à un organisme bien identifié, qui est soit les archives nationales, soit les archives départementales, de récupérer ces informations et de les conserver sur le long terme. Alors, il y a quand même d'autres dispositifs réglementaires ou légaux qui diffèrent un peu de celui-là. Il y a par exemple une loi de 2006 qui fait du CINES le Centre national d'archivage des thèses de doctorat. Donc en gros, un doctorant, quand il passe son mémoire de thèse, s'il est adossé à une école doctorale qui est au tout numérique, il va rendre un mémoire de thèse au format électronique, et c'est au CINES de le préserver pour les dizaines, centaines d'années à venir. Il y a d'autres dispositifs comme le dépôt légal du web, le dépôt légal pour tout ce qui est œuvres cinématographiques, publications, etc. Et qui désignent les institutions qui sont amenées à faire la préservation à long terme de ces types d'archives-là, donc la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de cinématographie, etc. Voilà. Donc on a parlé de archives intermédiaires. Il y a aussi un dispositif réglementaire qui permet à une institution de déléguer la conservation de ces archives intermédiaires à, on pourrait dire un sous-traitant, mais à un autre organisme. D'accord ? Et ce dispositif, il requiert pour le tiers archiveur, en gros, celui qui va récupérer ces archives intermédiaires pour l'institution qui veut lui en donner la conservation, il requiert l'obtention d'un agrément. Et cet agrément, comme ça a été dit tout à l'heure par Marie Cornu, il est attribué par le service interministériel des archives de France. Et le CINES a obtenu cet agrément. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous conservons des archives intermédiaires pour certaines institutions, le CNRS et d'autres. Et bien entendu, comme il y a une délégation de ces archives au CINES, ça se matérialise par une convention qui va être passée entre l'organisme qui veut nous transférer les archives intermédiaires et le CINES. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous récapituler un peu les droits et devoirs ou les responsabilités et les engagements des deux parties, à savoir l'institution qui vient déposer ses archives intermédiaires au CINES et le CINES en tant que tiers archiveur qui les préserve. Donc, juste les types de données archivées sont différentes. Donc, on va avoir plusieurs conventions d'archivage, enfin, deux types de conventions d'archivage.
de l'archivage intermédiaire, qui est le plus courant, et l'archivage définitif, même si pour l'archivage définitif, il n'y a pas vraiment enfin, par exemple, pour les thèses de doctorat, il n'y a pas de convention, puisque par définition, c'est une loi. Et la loi impose au CNES de faire, de rendre le service, donc il n'y a pas besoin de la contractualiser autrement que par la loi. Donc, là, on peut revenir ici. Alexia vous a peut-être rappelé le contexte de fonctionnement de notre service, mais en gros, lorsqu'on va contractualiser, on va contractualiser avec une institution. On ne va pas contractualiser avec le producteur lui-même. Sinon, il nous faudrait des centaines de milliers de conventions ou de contrats, et c'est juste impossible à gérer. Donc, en fait, on ne va contractualiser qu'avec l'organisme qui collecte les documents auprès de ses producteurs. Okay. Donc, en termes d'archivage électronique, cet organisme qui collecte, on l'appelle le service versant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va effectuer les versements sur notre plateforme d'archivage. Donc, le premier engagement qu'on va demander au service versant, c'est de garantir qu'il a mis en place un accord qui l'autorise à collecter les documents auprès de leurs producteurs. D'accord? Et dans le même ordre d'idée, qu'il est habilité à les transférer au service d'archives. D'accord? Donc, en gros, ça peut être, je parlais tout à l'heure des thèses de doctorat. Aujourd'hui, c'est un organisme qui collecte toutes les thèses de doctorat auprès des écoles doctorales et qui vient les déposer derrière au CNES. Eh bien, cet organisme nous garantit qu'il a l'accord du doctorant de récupérer sa thèse et de venir la déposer au CNES. Bien entendu, une obligation pour l'organisme qui dépose, c'est de le faire sous une forme originale et authentique, c'est-à-dire telle qu'elle a été créée par le producteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de la donnée par le service versant qui n'ait pas été consentie ou initiée par le producteur lui-même au départ. Le service versant, toujours dans le même ordre d'idée, va définir la politique de communicabilité de ces archives. C'est-à-dire, il va nous dire au bout de combien de temps elles peuvent être accédées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un embargo, c'est-à-dire une durée de temps pendant laquelle elle ne peut pas être communiquée, est-ce que c'est un délai légal, et ensuite, quelles sont les modalités d'accès. Il y a certaines archives qui ne peuvent être consultées que dans l'institution dans laquelle elles ont été produites, dans une salle de lecture de bibliothèque ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça doit être précisé par le service qui dépose, le service versant qui dépose les archives. Et du coup, dans la mesure où ce service versant établit la politique de communicabilité, il est aussi responsable de l'autorisation qu'il donne aux gens pour accéder aux archives, c'est-à-dire de la communication aux utilisateurs qu'il a autorisés. En gros, dans la politique de communicabilité, il va donner une communauté d'utilisateurs cibles qui vont être autorisés à accéder aux archives, c'est donc de sa responsabilité. Et il va même être responsable de l'usage qui peut être fait des archives qui ont été communiquées. D'accord ? En tout état de cause, ça ne peut pas être la responsabilité du service d'archives de l'usage qui va être fait des données qui sont préservées chez nous. Alors, de notre côté, quelles sont les responsabilités du service d'archives? Eh bien, nous allons garantir que pendant le temps où ces archives intermédiaires ou définitives sont entreposées chez nous, elles vont garder leur niveau d'intégrité, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être transformées, elles vont rester lisibles, elles vont être confidentielles dans la mesure de la politique de communicabilité qui a été définie par le service versant,
et qu'on peut y accéder à n'importe quel moment. Voilà. Alors tout ça, ça implique un certain nombre de processus d'assurance qualité, je dirais, qui ont été exposés ce matin par Alexia, je suppose. Comment est-ce qu'on vérifie, enfin comment est-ce qu'on garantit l'intégrité d'un document? Bon, ben, par des copies multiples, par des choses comme ça, par la génération d'une empreinte numérique pour chaque document numérique et le contrôle dans le temps, etc. Les changements de support de stockage au fur et à mesure de leur obsolescence ou de leur panne, les changements de format de fichier lorsqu'ils deviennent obsolètes, etc., etc. Donc tout ça est garanti par le service d'archives. Alors, bien entendu, c'est une obligation de moyens que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a toute une batterie de services qui sont mis en place et qu'on garantit de tenir, d'effectuer. Les contrôles de conformité, le fait d'avoir une infrastructure fiable, le fait de journaliser tous les événements qui se passent sur le service d'archives, tout ça garantit la pérennité des documents. Donc, toujours dans le but de la préservation, on s'engage à le service d'archives va s'engager à faire régulièrement des audits internes ou externes. De toute façon, nous y sommes obligés par le fait que l'agrément que nous avons obtenu auprès des Archives de France est un agrément qui est limité dans le temps et que donc, à intervalles réguliers, il y a les Archives de France qui débarquent au CINES et qui viennent contrôler que tout ce que nous avons mis dans notre dossier pour l'agrément est toujours mis en œuvre et que nous sommes bien dans les clous, bien conformes pour la préservation d'archives publiques. Bien entendu, le non-renouvellement d'un tel agrément rendrait caduc le contrat que nous pouvons avoir avec les différents services versants. Et si cela devait arriver, eh bien, il faudrait restituer les archives que nous avons chez nous. Donc ensuite, un dernier point, c'est que le service d'archives s'engage à respecter les durées de conservation. On a parlé un peu plus tôt de durée d'utilité administrative. Donc c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que nous allons archiver des documents qui ont des durées d'utilité administrative différentes et donc enchaîner les traitements lorsque arrivent les échéances, je dirais, de conservation de ces documents-là. Au-delà des rôles et responsabilités des deux parties, donc le service versant et le service d'archives, une convention précise également un certain nombre d'autres points, notamment les modalités d'exécution de cette convention. Donc il y a un comité de liaison qui est mis en place avec des représentants des deux parties et qui va décider de la fréquence des versements, des modalités de versement, des formats de fichiers qui vont être utilisés, etc. etc. Des statistiques dont on peut avoir besoin à intervalles réguliers. Un autre point qui est précisé dans la Convention, c'est la modalité de restitution des documents archivés. Donc il y a plusieurs possibilités. Lorsque la durée d'utilité administrative est échue et que le sort final du document, c'est d'être transféré aux archives départementales, eh bien, on va préciser là-dedans que ce sera fait de cette façon-là. Si par contre c'est une élimination qui est préconisée à l'issue de la durée d'utilité administrative, on va bien mentionner la façon qu'on a d'éliminer ces documents. Ça prévoit aussi ce qui peut se passer si la convention vient à être dénoncée. Une convention n'est pas mise en place avec une durée illimitée, mais bien au contraire un certain nombre d'années. Elle peut être renouvelée ou pas. Donc la convention prévoit ce qui va arriver, ce qui va advenir des archives au cas où on ne renouvelle pas cette convention. Il se pourrait très bien aussi qu'il y ait une cessation d'activité du service d'archives, du CINES en l'occurrence,
on n'y croit pas trop parce que la mission d'archivage électronique fait partie des statuts du centre. Donc a priori, à moins qu'on ferme carrément nos portes, il y a peu de chances qu'on cesse notre activité. Mais si ça devait arriver, eh bien, il y a un point qui précise qu'il adviendra des archives. Et bien entendu, dans chaque cas, on précise les modalités d'élimination, de transfert aux archives départementales ou nationales et les délais dans lesquels on les fait. Un autre point, et pas des moindres, qui est précisé dans la Convention, c'est les conditions financières. Bien entendu, ou malheureusement, je ne sais pas, il y a une contribution financière qui est demandée aux services versants pour déposer des archives chez nous, et c'est une tarification qui est à la fois, qui se fait à 3 niveaux. La communauté de l'établissement d'origine, est-ce que c'est un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche? Est-ce que c'est un établissement public? Est-ce que c'est un établissement privé? À chaque distinction, on inclut des coûts supplémentaires, bien entendu. Les amortissements des investissements, les ressources humaines qui travaillent là-dessus. Pour être honnête, on n'a jamais eu de service versant qui soit une entreprise privée, parce que nos tarifs sont assez prohibitifs, si on regarde bien. Un deuxième niveau de tarification, c'est la volumétrie. Avec des tarifs un petit peu dégressifs, parce que toutes les institutions n'ont pas les mêmes volumétries à gérer. Donc l'unité de base, c'est le téraoctet, mais pour des institutions qui pourraient avoir des collections à plus d'une centaine de téraoctets, ça deviendrait là aussi prohibitif, donc on a des tarifs décroissants en fonction de la volumétrie. Et puis troisième point, il y a une tarification qui se fait au niveau de service, en gros au nombre de copies de préservation qu'on va faire des documents. Je dirais la ceinture et les bretelles, c'est 4 copies d'un même document, 3 qui sont faites dans des salles machines différentes du CINES et des bâtiments différents du CINES à Montpellier, et une 4e qui est externalisée dans un autre centre de calcul de l'enseignement supérieur à Lyon, qui s'appelle le centre de calcul de l'IN2P3, qui est au CNRS. Mais on peut réduire ce nombre de copies. On pourrait le limiter à une copie au CINES, une copie à l'IN2P3. Et là, du coup, mécaniquement, on réduit les volumétries globales et donc on réduit les tarifs. Autre point qui est régi par la Convention, c'est tout ce qui est au niveau des assurances. Alors en l'occurrence, l'État étant son propre assureur, il n'y a pas de dispositif d'assurance particulière sur nos équipements ou sur les données qui sont stockées dessus. Voilà. Bon, les litiges, c'est encore annexe. Et puis, donc, la Convention, c'est quelque chose d'assez léger, hein, ça doit faire 3 ou 4 pages, quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup plus lourd, c'est les annexes qui sont fournies avec, et notamment tout ce qui récapitule les conditions générales de service du CINES, la politique d'archivage et la liste des formats qui sont acceptés sur la plateforme. Il y a aussi tout ce qui concerne la nature des archives, la volumétrie maximale, c'est à partir de ça qu'on va baser la tarification, et la politique de communicabilité qui, elle, est fournie par le service versant. Comme vous pouvez voir, il y a certaines annexes qui seront fournies par le service versant et d'autres qui seront fournies par le service d'archives. Voilà. Ah oui, un dernier point. Et le RGPD dans tout ça. Alors, si je reprends la terminologie qui est en place dans le RGPD, le service versant, donc, qui est celui qui viendra déposer des archives intermédiaires ou définitives au CINES, est ce qu'on appelle dans le RGPD le responsable de traitement. Au niveau du service d'archives, nous serons considérés comme le sous-traitant. D'accord ? Alors, on n'a pas pris de dispositif particulier. On n'a pas mis en place de dispositif particulier pour le RGPD. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est préconisé dans le cadre du RGPD est de toute façon déjà mis en place dans le cadre de la Convention, c'est-à-dire confidentialité, intégrité, disponibilité des données, engagement de confidentialité. Donc, à notre sens,
en général, il y a des organismes qui nous demandent de mettre expressément un article dans la Convention relatif au RGPD, mais lorsqu'on le relit et lorsqu'on lit le reste de la Convention, on voit que de toute façon, c'est déjà prévu par les autres articles de la Convention. Voilà. La convention type que nous avons au CINES est un document public, et si jamais un jour vous êtes intéressé, je peux bien entendu l'échanger avec vous avec plaisir.